Au cours de la vidéo précédente, nous avons vu le mouvement d'une particule chargée au sein d'un champ uniforme, qu'il soit électrique ou magnétique. Lorsqu'une particule chargée se retrouve simultanément sous l'action des deux champs, celle-ci peut avoir un mouvement relativement complexe. Néanmoins, dans le cas où les deux champs sont perpendiculaires entre eux, le mouvement de la particule est plus simple à analyser et un grand nombre d'applications peuvent en découler. Si une particule est soumise aux effets d'un champ électrique et d'un champ magnétique, alors celle-ci subira à la fois une force de Coulomb et une force magnétique. La force résultante agissant sur elle sera alors égale à la charge Q fois la somme de grand E plus V vectoriel B. Cette force électromagnétique est appelée la force de Lorentz. Une première application de l'exploitation de la force de Lorentz est le sélecteur de vitesse. Sur le schéma de principe représenté ci-contre, la vitesse de déplacement d'une particule chargée est perpendiculaire à la fois au champ E et au champ B. Vous pouvez noter que les forces magnétiques et électriques sont de sens opposé et s'annuleront dès qu'elles auront le même module. Ainsi, les particules ayant une vitesse égale au quotient de E par B ne seront pas déviées et conserveront une trajectoire rectiligne. Dans les autres cas, on observera une déviation dont le sens dépendra du signe de la charge. Un tel dispositif permet de sélectionner une vitesse particulière pour les particules chargées ou encore de les trier selon leur nature. Une seconde application très connue est le spectromètre de masse, un appareil servant, entre autres, à mesurer la masse des ions, à détecter et séparer les isotopes ou encore à détecter chimiquement la présence de polluants ou d'impuretés. Sur le schéma de principe ci-contre est représenté un spectromètre de Bainbridge conçu en 1933. Les particules portant une charge identique commencent par passer à travers un collimateur, de sorte qu'il ne subsiste qu'un faisceau étroit de particules en mouvement. Celles-ci passent ensuite à travers un sélecteur de vitesse, tel que décrit précédemment. Seules les particules ayant la vitesse égale à E sur B1 sont ainsi conservées. Le dernier compartiment traversé par les particules s'appelle l'analyseur. Un second champ magnétique, B2, agit sur les particules et modifie leur trajectoire rectiligne en trajectoire demi-circulaire jusqu'à ce que celle-ci entre en contact avec un détecteur. Le rayon de ces trajectoires peut être exprimé avec la formule abordée lors de l'étude du déplacement des particules au sein d'un champ magnétique uniforme, à savoir grand R égale M fois V divisé par le produit de la valeur absolue de la charge par le champ magnétique B2. En remplaçant la vitesse V par son expression en sortie de sélecteur, on peut alors vérifier que le rapport de la masse de la particule sur sa charge électrique est égal au produit des champs magnétiques utilisés divisé par le champ électrique grand E, le tout fois le rayon grand R décrit par la trajectoire dans l'analyseur. On a donc une proportionnalité directe entre la valeur de ce rayon et la masse de la particule. On peut ainsi aisément mesurer des différences de masse en fonction du point d'impact sur le détecteur, et ce, avec une précision de 0,01%. Enfin, une troisième application utile pour de nombreux dispositifs en sciences appliquées ou en médecine est l'accélérateur de particules. Les premiers dispositifs de ce type apparurent dans les années 30. On les dénomma couramment les cyclotrons. Le fonctionnement d'un tel dispositif s'appuie sur le fait que la période du mouvement circulaire d'une particule chargée dans un champ magnétique est indépendante de sa vitesse. Un cyclotron est constitué de 2 dés qui correspondent à des demi-cylindres creux et hermétiques au sein desquels règne un vide poussé. Ces dés sont séparés par un espace de sorte qu'une différence de potentiel crée un champ électrique qui pourra accélérer les particules introduites au cœur du système. À chaque fois qu'une demi-révolution est effectuée par les particules, on inverse la polarisation du champ électrique de sorte à augmenter leur énergie cinétique. Pour obtenir des vitesses importantes, il faut juste veiller à bien synchroniser ce changement de polarisation avec la période de révolution des particules. Dans un cyclotron de ce type, il est possible de fournir une énergie de l'ordre de 25 mégaélectronvolts à des protons, l'électronvolt étant l'unité d'énergie utilisée en physique particulière. Pour les cyclotrons les plus perfectionnés,
c'est-à-dire ceux qui permettent de contrer les effets relativistes lorsqu'une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière est atteinte, il est possible d'obtenir des énergies de l'ordre de 200 mégaélectronvolts.